Donc, je suis praticien hygiéniste dans 2 établissements privés, donc depuis l'année 2013. Je suis pharmacien de profession et donc je travaille sur l'hôpital privé Dijon-Bourgogne et sur la clinique Les Rosiers où je suis président de clin actuellement dans cet établissement. Et je suis arrivé donc sur ce métier d'hygiéniste un petit peu par hasard, puisqu'à la base je devais faire un double diplôme pharmacien et médecin, et finalement j'ai été très tenté par ce métier, et aujourd'hui donc je regrette pas du tout d'ailleurs. Alors au tout début de la crise Covid, ce qui s'approchait de nous en fait, c'était ni plus ni moins qu'une lame de fond. On a eu l'impression d'avoir une énorme vague en fait qui allait nous arriver sur la tête, puisqu'on ne savait pas véritablement ce qui allait nous arriver, et quand on a commencé à comprendre ce qui allait se passer dans les services de soins, ça a commencé un petit peu à nous dire qu'on avait un très gros défi devant nous. Vraiment cette impression qu'on allait se faire avaler par une grosse vague. La première chose, et sans hésiter, c'est les équipements de protection. Je veux dire que ça a été une chose de toute façon qui est ressortie absolument de tous les retours d'expérience qu'on a pu avoir d'ailleurs, que ce soit dans le groupe ou au niveau national. Les équipements de protection qui clairement étaient en quantité insuffisante. Il est vrai que en plus, pour nous, en étant dans du privé avec une activité extrêmement réglée, on a déjà dimensionné en fait notre stock interne en fonction d'une activité réglée, où on a quand même des précautions complémentaires qui se passent régulièrement, mais moins que sur un afflux massif où si on devait suivre les directives nationales, la plupart du temps en fait on se fie surtout on se repose sur le CHU local pour tout ce qui est en risque épidémiologique biologique. Même si nous devons avoir une organisation en face, elle ne pouvait clairement pas être suffisante par rapport à ce qui nous attendait pendant cette crise. Et la deuxième chose, c'était vraiment de la cohérence dans la communication. Il n'a pas toujours été évident pour les autorités ou même d'ailleurs pour tout le monde de communiquer, mais on a senti qu'au tout début, en fait, tout le monde y a mis un petit peu de sa patte, ce qui était une bonne chose, mais à un moment, on a fini par être contre-productif, je pense, sur tous les messages qui allaient à droite à gauche au tout début. Chaque société savante avait donné son point de vue quasiment au mois d'avril 2020, et des fois, on avait des contradictions entre ce qui était dit par la SPILF et la SF2H, par exemple, et certaines autres sociétés, mais qui allaient dans le même sens, mais qui n'étaient pas toujours aussi fines au niveau du libellé. Donc ça pouvait des fois un petit peu poser problème quand on devait dialoguer avec des praticiens. Et malheureusement, pendant cette crise, il y a eu aussi pas mal de personnes qui sont malheureusement tombées malades à cause du Covid, et en particulier une pharmacienne du pôle que j'ai dû remplacer en même temps. Donc j'ai dû assurer plusieurs postes en même temps de façon à pouvoir tenir le système de soins du pôle. Et on a dû effectivement se répartir avec mon infirmière hygiéniste le matin pour moi sur le SSR, l'après-midi sur le MCO, de façon à pouvoir essayer le plus possible d'être paritaire par rapport aux établissements, essayer d'apporter l'expertise au maximum à l'ensemble des équipes et essayer d'avoir une certaine cohérence au niveau du pôle. En fait, on a dû vraiment se recentrer sur le cœur de métier de la prévention des infections, parce que on a eu l'impression parfois que les précautions standards n'étaient pas toujours... le terme de précaution standard en fait ne ressortait pas, alors que clairement c'était le cœur de la prévention des infections associées aux soins. Ce qui est indispensable à proprement parler déjà, c'est de revoir l'architecture des établissements de soins. Vraiment essayer de prioriser les chambres individuelles, ce qui est une chose qui arrive de plus en plus maintenant. Il y a quand même beaucoup plus de chambres individuelles que de chambres doubles par rapport aux architectures hospitalières. Mais il va falloir encore faire un effort, je pense, à long terme pour privilégier vraiment la chambre individuelle pour quasiment toutes les chambres qui seraient à disposition dans un établissement de soins. Garder l'inclusion de l'ensemble des EEH, puisque je pense que pour une fois, on a mis vraiment en évidence ce qu'était le spécialiste de prévention de l'infection, et essayer de garder ce lien qu'on a eu en continu avec les directions et avec les services, essayer de le maintenir, parce qu'on l'a vraiment eu, nous on l'a véritablement vécu comme étant, on va dire, une demande tellement forte qu'en fait on a essayé de maintenir ce lien au quotidien, et même d'ailleurs encore aujourd'hui, pour pouvoir travailler sur d'autres mesures de prévention de l'infection. Reformer sur les EPI en général, on ne le dira jamais assez, mais
Un équipement de protection individuelle est un faux ami puisqu'il nous protège, mais par contre après au niveau du retrait, c'est pas aussi évident et c'est là qu'on peut avoir des contaminations. Reformer sur l'utilisation des EPI en général et en particulier sur la façon dont on doit les ôter et dont on doit les éliminer. Du réalisme parce qu'il fallait refaire l'adéquation entre les réalités du terrain et puis la théorie. Il y a eu beaucoup de théories d'ailleurs au début puisqu'on est parti des précautions gouttelettes historiques que nous avions au niveau des recommandations SF2H pour arriver un petit peu plus tard à se dire certains équipements pourront être utilisés plus longtemps, peut-être que effectivement aujourd'hui on a le masque chirurgical qu'on admet pouvoir utiliser le long de la journée et le retirer uniquement quand il est trop humide ou en tout cas quand on estime que sa capacité filtrante en fait va être compromise. Le deuxième mot, ce serait la pédagogie. Mine de rien, on a vécu une période très stressante pour tout le monde. Si même nous, on ne savait pas où est-ce qu'on allait, les équipes savaient encore moins où est-ce qu'elles allaient. Même quand on essaie de leur expliquer, c'est pas toujours facile de faire passer toutes les informations. Il a fallu vraiment faire preuve de patience et de pédagogie, qui est une qualité déjà de toute façon indispensable à un hygiéniste hospitalier. Mais il a fallu vraiment prendre beaucoup plus de temps que ça, puisque dans une période de crise, les gens en fait vont véritablement se saisir de la première information et peut-être la garder de manière un petit peu trop, on va dire, trop forte, alors qu'il faudrait pouvoir se remettre en question et puis se dire aujourd'hui on sait quelque chose, demain il n'est pas dit que pour autant en fait la réalité scientifique n'évolue pas. Et la dernière, ça a été du courage. Alors je pense pas avoir fait preuve de tant que ça, mais je pense que tous les EEH au final sur l'ensemble du territoire ont dû faire preuve de courage par rapport à cela parce que ça a été en fait du jour au lendemain un surcroît d'activité fou et on nous a demandé véritablement de mettre au service notre expertise de manière extrêmement forte. Là, la demande nationale était tellement forte d'un coup que vraiment je pense qu'il a fallu beaucoup de courage pour beaucoup des équipes afin de passer ce cap de cette crise. Alors, le premier enseignement, c'est de garder une certaine ouverture d'esprit et de rester scientifique dans ses décisions. Comme on l'a vu, beaucoup de dogmes aujourd'hui sont en train d'évoluer et il faut pas se fermer, je pense, de portes, en tout cas pas qui pourraient potentiellement nous aider sur le terrain et en même temps en restant dans une certaine logique scientifique. Si on se ferme complètement nos esprits à une évolution potentielle, même de manière locale, quitte à le faire remonter au niveau national, eh bien, en fait, on va se fermer énormément de portes et on va surtout avoir un problème au niveau pratique forcément sur les terrains et en particulier sur les situations de crise. Ça se voit moins sur le quotidien, mais sur une situation de crise, quelque chose qui n'est pas applicable va très vite en fait remonter et va tellement être inapplicable que de toute façon, on n'arrivera pas du tout à avancer. Le port des EPI, en particulier des masques, en fait, a été le sujet principal pendant toute la crise et on voit bien que il valait mieux porter un bon masque chirurgical plutôt que de porter un masque FFP2 à mauvais escient et d'ailleurs généralement mal porté puisqu'il est extrêmement dur de pouvoir supporter un masque pareil dans les bonnes conditions de filtration sur un ensemble de journées. Le premier enjeu de demain, c'est de continuer à faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire améliorer le niveau de respect en fait des précautions standards. On a l'impression que parfois les équipes redécouvrent ces précautions ubiquitaires, mais en fait c'est un chemin sans cesse en fait pour revenir à ces précautions encore et encore et encore. Et d'ailleurs encore aujourd'hui on prend le terme de précaution additionnelle ou de précaution standard pour l'ensemble des précautions Covid. En fait, ça doit devenir un réflexe. Ces précautions doivent être un réflexe systématique pour les équipes pour pouvoir se protéger elles, protéger les patients. Mettre plus en valeur la spécialité de prévention d'infection. Il est vrai qu'en France, nous avons déjà quand même un beau réseau de professionnels. C'est une notion, moi, pour ma part, quand je l'ai découvert, qui était beaucoup plus anglo-saxonne. Les anglo-saxons sont beaucoup plus dans la prévention de la santé en général, mais en France, je pense qu'il y a encore une marche supplémentaire à prendre. Et véritablement, quand je vois, par exemple, certaines facultés de pharmacie qui parlent très peu à ce jour des spécialistes de prévention de l'infection, et je me dis qu'il manque véritablement, et de communication d'ailleurs auprès de certaines facultés pour pouvoir véritablement promouvoir ce métier.
mais surtout au niveau national, qu'on puisse être encore un petit peu plus mis en valeur et qu'on puisse vraiment faire de la prévention plutôt que d'avoir à faire le pompier, à essayer d'éteindre le feu à droite à gauche comme on a pu le faire pendant la crise. On voit bien que plus on prévoit, moins on aura besoin de faire de mesures en urgence, et je pense aussi d'ailleurs que c'est encore un dernier renseignement, c'est prévoir vaut mieux que de guérir. Et effectivement, la prévention doit vraiment être une priorité, je pense, en France aujourd'hui.